Non, attends, pour le coup, si vous arrivez à faire passer cette loi, moi je vous suis, je vous soutiens. Là, la loi Glo, on met des caméras dans les crèches, Louis. Non, je suis désolé, mais la manière que tu as de parler de ces femmes, je te trouve irrespectueuse. C'est de partout. Est-ce que tu peux me laisser terminer? Celles qui aiment les enfants. Tu peux lui dire de... On laisse Louis, terminer. T'as beaucoup plus parlé. Non, mais pour pas parler en même temps, pour que ce soit c'est un sujet qui me touche. Il termine. Oui, je sais. Quand je vais promener mon chien en randonnée, j'ai un couteau dans la manche et je me dis waouh, t'es en 2025, t'as tellement peur qu'il y ait un fou qui vienne derrière t'agresser et tu sais qu'il aura rien, il va aller 2 heures en garde à vue, il sera relâché. Eh ben moi j'ai un couteau pendant que je promène mon chien parce que j'ai peur. T'es avec ta famille chez toi, tu te fais cambrioler, tu retiens le cambrioleur et c'est toi qui penses plus que le cambrioleur, ça me rend folle. Ça t'appelle la justice, ça? Le dîner d'État pour Charles III, 475 000 €. Ça veut dire que moi, je prends des invités, est-ce que je vais envoyer la facture à Macron ou est-ce que je vais t'inviter? Ah, par contre, je fais un dîner, mais tu payes la facture avec l'impôt des Français. Enfin, je suis désolé de le dire comme ça, mais une femme qui travaille dans une crèche pour moins de 2 000 € par mois, tu les représentes pas. Et pourtant, elle pourrait être payée beaucoup plus et on pourrait la payer beaucoup plus parce que c'est elle qui va si on taxait les milliardaires. Et pour le coup, par exemple, une personne trans... Je sais pas ce que t'as avec les milliardaires, mais ils t'ont rien fait. Hein. Bah si, c'est les Je pourrais tellement aider la France, c'est tellement simple. Voilà, peut-être que tu vas les retrouver sur les bancs de l'Assemblée nationale. La politique, j'arrive, si vous avez besoin de moi, je vais sauver la France. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Bonjour Kim Glo, bonjour Louis Boyard. Louis Boyard, tu es député du Val-de-Marne, la France Insoumise. Bonjour. Kim Glo, tu es une célèbre influenceuse et candidate de télé-réalité. Je suis ravi de vous recevoir tous les deux pour cette première sur mon nouveau format Politiquement Incorrect. Un format qui réunit donc une personnalité du monde des réseaux, une personnalité du monde politique et un format surtout dans lequel 2 milieux différents vont pouvoir échanger sur des sujets de société qui nous concernent tous. Les thèmes autour desquels Louis Boyard et Kim Glo vont échanger sont l'éducation, le genre, l'insécurité et les impôts. Je vous propose de commencer ce Politiquement Incorrect avec notre premier sujet, la question du genre. Depuis avril 2025, la Belgique est devenue le premier pays européen à supprimer le genre sur les cartes d'identité. En Allemagne, à Malte ou au Canada, ils ont introduit une option X pour les personnes non binaires. Des questions se sont soulevées quant à la décision que prendrait la France à ce sujet. Louis, Kim, votre première question levier est la suivante. Pensez-vous que la reconnaissance des genres non binaires devrait être légalisée en France? Louis? C'est incroyable la question du genre parce que c'est vraiment une question qui a toujours existé mais qui aujourd'hui est en train de prendre une grande place dans la société et notamment la jeune génération rapporte un autre rapport au genre. Quand on parle du rapport au genre, bien sûr, on doit parler des droits des femmes. En vrai, avant les années 80, il n'y avait pas une égalité des droits dans la loi entre les femmes et les hommes. Et aujourd'hui, il y a des gens qui posent leur rapport au genre et qui ne veulent pas se retrouver dans un rapport qui est binaire à tout ça. À titre personnel, moi, je me sens homme et parfois, il y a des choses, je peux concevoir qu'on ne les comprenne pas. Mais par contre, moi, je pars du principe que c'est une liberté et que c'est une liberté individuelle qui ne porte pas atteinte à la collectivité. Même, j'irai plus loin, il y a des personnes pour qui c'est une souffrance de ne pas les reconnaître pour ce qu'ils sont, pour ce qu'ils se définissent. Et donc pour moi, à partir du moment où c'est une question de liberté et d'égalité, je pars du principe que par principe de fraternité, on doit permettre cette liberté individuelle. Kim Glo, la reconnaissance des genres non binaires, est-ce qu'elle devrait être légalisée en France? Moi, je ne pense pas, parce que même si j'entends que ces gens-là souffrent, et bien sûr, j'aime voir ces personnes souffrir, ça c'est clair et net, mais la réalité n'en est pas moins que tu es un homme ou une femme. Certes, par exemple, un homme ne se sent pas homme et a envie d'être une femme, je peux l'entendre qu'il ressente ça et qu'il en souffre. Mais il est un homme. Il a beau ne pas le vouloir. Ou tu es un homme ou tu es une femme. Et je pense vraiment que ça ne devrait pas passer en France parce que moi, maintenant, je suis maman d'une petite fille et je n'ai pas envie qu'on vienne semer le doute dans sa tête. Es-tu sûre d'être vraiment une petite fille? Oui, tu es une fille, ma chérie. La question, elle n'est pas de venir semer le doute dans la tête de qui que ce soit. La question, elle est que... Et c'est pour ça que c'est important quand on a ces questions-là... C'est pour ça que dans ces questions-là, il faut vraiment distinguer notre point de vue individuel et l'organisation politique collective. On ne dirige pas un pays comme on dirige sa propre vie. Et quand il y a des personnes, et même si on n'est pas capable de le concevoir ou de le comprendre... Oui, 72% des Français pensent qu'il n'y a que 2 genres, hommes et femmes. Mais c'est pas qu'on pense qu'il n'y a que 2 genres, il n'y a que 2 genres, on est un homme ou on est une femme.
Oui, mais l'avis de Louis est aussi intéressant sur oui. la question. On va le laisser finir et je te laisse poursuivre juste après, Kim. Mais la réalité est tout autre, parce qu'il y a une distinction entre le genre et le sexe. Par exemple, il y a des personnes qui peuvent avoir à la naissance, qui n'ont pas tout à fait un ou qui n'ont pas tout à fait des... c'est différent. Et la question, mais c'est pas uniquement une question de rapport, c'est une question de rapport au genre. Et par exemple, quand on a, et quand tout petit, on enseigne aux enfants, bah toi t'es un garçon, donc toi tu vas avoir le bleu, tu vas avoir le soldat et tu vas faire ci, et qu'on dit à la femme, bah toi tu es une petite fille, donc toi du coup tu vas te placer dans le rôle de la mère, dans la gestion du foyer. Ça aussi, c'est des constructions de genre qui sont importantes et qui, en réalité, c'est pas l'État qui les impulse, c'est des évolutions de la société. Et c'est normal de questionner notre rapport à nous-mêmes, notre rapport aux autres, mais surtout, et j'insiste vraiment sur ça, je peux comprendre que des gens, vis-à-vis d'eux-mêmes, se disent « moi, je me sens homme ou je me sens femme ». Mais quand on a quelqu'un devant soi qui dit « écoute-moi, sincèrement, je me sens comme ça, et ça me fait souffrir qu'on me regarde autrement », je pense que par solidarité, on peut comprendre que parfois on ne peut pas tout concevoir de soi-même et qu'on ne gère pas sa vie comme on gère un État. Kim Glow en réponse à Louis Boyard, et on va regarder une première vidéo qui a fait le buzz sur les réseaux sociaux en lien avec la non-binarité. Donc, moi, mon point de vue, ça serait de quelle couleur est ce coussin pour vous, Louis? Pour toi, Louis, pardon. Mais alors... Non, il est de quelle couleur? C'est aussi Rose. simple que ça. Non, il est bleu. D'accord. Finalement, non, il est noir. Il est noir. Et en fait, ce qui me dérange, c'est que je vais essayer de te convaincre qu'il est noir alors qu'il est rose. Ça n'empêche pas que le coussin, il souffre et je l'entends. Sauf qu'un coussin n'a pas de conscience. Un coussin ne ressent pas la douleur. Qu'on ressente la douleur ou pas, ce coussin, il est rose. Mais moi, j'ai décidé qu'il était noir. Et je veux t'imposer à ce qu'il soit noir. Sauf que l'être humain est plus complexe qu'un coussin, donc qu'un meuble, qu'un objet. Non, c'est pas vrai dans le sens où on veut te faire accepter quelque chose qui n'est pas vrai. Ce coussin est rose, il n'est pas noir. On va regarder, Kim Glow, une vidéo qui a fait réagir les réseaux sociaux. Louis, Kim, je vous propose de la regarder attentivement et de la commenter juste après. Ça se passe là. Les gens, dinguerie, ce qui vient d'arriver, je sors du musée du Louvre, il faut que je vous raconte, vraiment c'est à boycotter et je pense qu'une plainte sera déposée d'ici demain. Écoutez, je rentre au musée, j'ai envie d'aller aux toilettes, je cherche des WC non binaires, je n'en trouve pas, je me dis c'est bizarre pour un musée aussi mondialement connu qu'il ne soit pas adapté, qu'il n'y ait pas cette ouverture d'esprit. Donc je vais voir un responsable, enfin quelqu'un qui bosse là-bas, je lui dis monsieur excusez-moi où sont les toilettes non binaires? Il me dit il n'y en a pas monsieur. Les toilettes non binaires, c'est ici, en me désignant les poubelles. Est-ce que vous trouvez ça normal? Du coup, je suis parti en furie, j'ai piqué une crise, j'ai dit c'est inadmissible, c'est scandaleux. Du coup, là, je suis sorti. Donc une vidéo qui a suscité énormément de réactions sur les réseaux sociaux. Il aurait pu aller aux toilettes homme, faut arrêter de faire des chichis pour rien. Parce que toi, t'estimes que c'est un homme. Bah, c'est un homme, même s'il est maquillé et qu'il est apprêté, au fond, c'est un homme. Là, sur la vidéo. Tu l'as vu cette vidéo, Louis? En fait, pour être très franc, je trouve que la manière dont on a le débat aujourd'hui sur la transidentité, c'est très égoïste en réalité. Parce qu'en vérité, ce sont des personnes qui ont été assignées hommes à la naissance et qui se reconnaissent comme telles dans la vie, ou pareil, en gros, ce sont des personnes cis qui, à longueur de journée, parlent de ça. Mais la non-binarité, c'est pas la même chose que la transidentité. Bien sûr, mais je donne cet exemple parce que, y compris sur les personnes trans, là aussi, il y a beaucoup de violence. Et en fait, c'est simplement... Et beaucoup de discrimination. Et en fait, je trouve que, y compris dans le débat public, il y a une forme d'acharnement et d'obsession sur des personnes qui demandent simplement à avoir la liberté de se définir soi-même. Et on n'ira jamais exiger à qui que ce soit, même si jamais par solidarité et par compassion, on pourrait le faire. Mais on n'ira jamais exiger à quelqu'un de dire « toi maintenant tu seras ci ou toi maintenant tu seras ça ». Mais quand il y a quelqu'un qui dit « écoutez, c'est ma liberté, faire autrement me fait souffrir », pourquoi est-ce que tout le débat public s'acharne constamment sur les personnes trans, sur les personnes non-binaires? Je trouve que c'est une obsession malsaine. Il n'y a pas une semaine sans qu'on n'ait pas un débat sur ça sur les plateaux de télévision. Moi, personnellement, je leur veux aucun mal et je respecte leur vie. J'en ai vraiment rien à faire, en fait, ça ne me touche pas. C'est juste que moi, c'est aussi simple que ça et ça va pas plus loin. Tu es un homme ou tu es une femme. 1,7% des personnes en France s'estiment être non-binaires. Je vous propose de regarder une vidéo. C'est Soa Demuse, une participante de Drag Race France, qui réagissait justement à ce que beaucoup appellent des discours de wokistes. Regardez. Ouais, je suis woke, je suis queer, je suis non-binaire, je suis noir, je suis issu de la... Je suis tout ça, en fait. Donald Trump, Donald Trump. Il y a encore quelques temps, c'était non. Pour lui, il n'y a que deux genres. Mais ça, c'est. Mais en t'es fait, un homme à la naissance, ou alors t'es une femme. Et il y a tous ceux qui se moquent même sur les réseaux sociaux de la non-binarité, qui vont dire ah bah tiens, moi je suis une tasse. Si après il y en a qui disent ouais bah t'es une tasse et tout. Ouais ok, je suis une tasse. Et alors quoi? T'as payé ton loyer, t'as rempli ton frigo, pas du tout.
Voilà, une réaction à cette vidéo. Ouais, je suis une tasse, et alors? Bah, moi, ça me fait de la peine, entre guillemets, parce que tu dois pas te sentir spécialement bien pour être comme ça. Tu sais que c'est pas la réalité, t'es pas une tasse, t'es pas... Je pense que c'est une métaphore. Hein. Oui, non, mais il y en a, ils se prennent vraiment pour des tasses. Non, franchement, moi par exemple, quand je regarde ça, franchement, je me dis, mais let's go, quoi. Moi, je suis fier parce qu'en vérité, cette personne, elle a donné l'exemple de tout ce qui fait son identité, et c'est beaucoup de choses qui vont entraîner des discriminations. Et en fait, cette personne, elle dit, tu sais quoi, tu veux pas comprendre, tant mieux pour toi. Et franchement, à la limite, vous ne voulez pas comprendre, écoutez, tant mieux pour vous. Mais ne venez pas exiger que les personnes non binaires ou les personnes trans n'aient pas une égalité des droits. Parce que c'est une liberté individuelle et que pour moi, à titre personnel, je veux l'égalité des droits pour tous. Et je ne vais jamais avoir un rapport égoïste du point de vue de ma propre perception. Et donc cette personne qui dit « Vous savez quoi, vous ne voulez pas comprendre, tant pis, ok ». Mais alors par contre, moi, je demande d'avoir une égalité des droits. Yel, tu es pour le pronom yel, l'utilisation du pronom yel, qui est la contraction de elle et lui. Si jamais il y a quelqu'un qui vient me voir et qui me dit « S'il te plaît, fais comme ça », mais j'ai pas de problème, ça ne change absolument rien à ma vie. Si moi, demain, je te dis « Écoute, Louis, j'aimerais bien que tu t'adresses à moi plus au masculin, mais pas au féminin non plus, et que tu me dises yel, parce que je ne veux pas ni être féminisé, ni masculinisé, c'est quelque chose que tu respecterais ?» Parce que si c'est quelque chose qui te fait du bien, et ça ne change littéralement rien à ma vie, oui, complètement. Et même, j'ai envie de dire, moi, je le comprends parce que j'ai discuté avec des personnes non binaires ou des personnes trans. Elles m'ont permis de comprendre. Mais même pour quelqu'un qui n'arrive pas à le concevoir, ça change quoi à vos vies? Kim Glow, si demain tu devais me dire yel, est-ce que c'est quelque chose que tu respecterais? Là, j'ai l'impression d'être sur la Lune, mais je ne sais pas laquelle de Lune, Sam. Hein. Là, je suis vraiment sur les deux Lunes, là. Pourquoi? Yel, mais en fait, depuis toujours, l'homme et la femme, on fait des bébés. L'homme et la femme. T'es pas pour une évolution du langage en fonction d'un ressenti personnel? Mais ça, c'est inventé, c'est tout nouveau. Et je comprends, vraiment, je le comprends que ces gens-là ressentent un mal-être. Et ça me fait mal d'imaginer ça. Mais c'est pas parce qu'ils ont un mal-être qu'il faut rentrer dans ce délire. Oui, mais... Louis Boyard. En fait, il faut comprendre que l'être humain, c'est pas n'importe quelle espèce. L'être humain, c'est un être social. Par exemple, il y a 4, 5 siècles... Louis, c'est un homme ou une femme. Non, je vais y venir. Par exemple, tu disais, ça a toujours été comme ça. Mais il y a 4 ou 5 siècles, c'était une évidence, c'était même inscrit dans les lois, que les femmes étaient inférieures aux hommes. Mais si jamais on expliquait ce qu'est... Encore aujourd'hui, dans certains pays. Mais non, parce que si jamais on expliquait aujourd'hui le rapport que nos sociétés ont entre l'égalité et les femmes et les hommes, et qu'on l'expliquait aux personnes d'il y a 4 à 5 siècles, elles vous diraient, mais ce n'est pas comme ça a toujours été comme ça. Et l'être humain se construit par lui-même. Il est capable de se définir individuellement et collectivement. Et ces évolutions de la société, on les regarde, on les étudie et on en donne un avis. Et moi, quand je vois qu'il y a des personnes qui disent « ça me fait souffrir aujourd'hui », c'est des personnes qui subissent des discriminations, c'est des personnes qui subissent des violences au quotidien, et elles disent « écoute, moi, ça me ferait du bien si tu faisais ça ». Ben moi, je le respecte, parce que je respecte la liberté individuelle de chacun. L'Italie, elle vient de passer que justement, il n'y a plus tous ces délires-là. Là, j'ai vu passer les articles gouvernement comme quoi... Oui, Giorgia Meloni, qui ne reconnaît que 2 genres. Tu es masculin ou féminin. Comme Donald Trump. Oui, tu es masculin ou féminin. Je trouve que la manière que tu as d'en parler... J'ai peut-être pas les formes. Non, bien sûr, mais la manière que tu as d'en parler avec la responsabilité du fait de ton influence, je trouve que c'est égoïste, parce que pour ces personnes-là, au quotidien, c'est une violence. On voit que pour les personnes trans, on voit que je parle à un homme et qu'on veut m'imposer que c'est pas un homme, c'est pas égoïste de me forcer à aller contre quelque chose de naturel. Mais tu sais je dois accepter sa pensée. Je n'ai pas le droit de dire mais non, t'es un garçon, moi je te vois en garçon. Tu veux m'imposer à ne pas en être un, mais c'est pas égoïste ça? Mais si, je vais te dire pourquoi est-ce que c'est égoïste, parce que tu regardes tout de ton propre point de vue, alors que toi, tu as juste à changer un il ou un elle, alors que pour ces personnes-là, on voit que les taux de sont extrêmement élevés pour ces gens. On en fait, revient, pour ces gens, Louis, au psychologique. Non, c'est pas. Le problème, il vient pas d'eux. Le problème, il vient de gens comme toi qui disent, moi, de mon point de vue, je considère que sur ta considération de ta propre personne, tu as tort, et donc je vais t'imposer mon opinion. Sauf que c'est pas que toi, c'est au quotidien. Parfois même, c'est la famille qui les rejette. Parfois même, c'est les amis. Et faire comme si c'était à cause des gens qui ne l'acceptent pas. Moi, ça n'a rien à voir, je suis dans la télé-réalité, tu ouvres mon Instagram, je me prends des menaces toute la journée, Louis. Et c'est pas pour ça que je vais me... Donc non, je ne suis pas d'accord avec toi. Ces gens-là sont plus faibles pour en arriver à ce... à cause de ça. Moi, j'ai des menaces de mort, comme beaucoup d'influenceurs, d'agression sur mes réseaux sociaux tous les jours. Et pourtant, pas de la faiblesse, hein. C'est des niveaux de sensibilité différents. Des niveaux de sensibilité, mais on ne peut pas mettre la faute sur les gens qui ne l'acceptent pas. Avec la difficulté aussi de ne pas peut-être se sentir accepté. On va terminer ce sujet avec une vidéo qui te tenait à cœur, Kim, que tu nous as envoyée, tu nous as demandé à la passer. On la regarde.
réflexes sexistes Je ne suis pas un homme, monsieur. Vous n'êtes pas un homme, Ah pardon. non. Non, je ne sais pas ce qui vous fait dire que je suis un homme, mais je ne suis pas un homme. Votre apparence? Ah bon? Ah bah il faut pas confondre identité de genre et expression de genre, sinon on va déjà mal partir. Alors, non, expliquez-moi. je suis non-binaire, donc ni masculin ni féminin, Comment et vous je refuse qu'on me voir comme un homme. Comment vous définissez-vous? Comme non-binaire. Comme non-binaire? Oui, D'accord, mais ni masculin ni féminin. c'est ça. Ça résout pas le problème des femmes sur le plateau. Ça ne résout pas le problème des femmes. J'ai rien Voilà, contre donc ce monsieur. un extrait ça. d'une émission d'arrêt sur image du 29 C'est juin un 2018. monsieur, j'ai rien contre lui. Mais moi, ça me fait de la peine quand je vois ça. Non, je ne suis pas un homme. Mais tu es un homme, demande à toute la France, à tous les pays du monde. Oui, tu es un homme. Que tu ne te ressentes pas homme, je l'entends. Mais là, c'est à qui parle? À un homme? Mais en fait, Mais Louis, est-ce que respecte-le. c'est un homme ou pas? Mais Là que tu as vu dans cette télé, c'est un mais homme? non. Si cette personne me dit je suis pas un homme, moi, son entrejambe ne me regarde pas, c'est pas mon affaire. Ma question, c'est comment cette personne se définit. Ce monsieur qui était là, c'est un homme. Quand tu le regardes, c'est un homme ou une femme? Franchement, C'est un écoute, homme. en vrai, Ah. je suis désolé, mais enfin, tout ce que tu disais sur le fait que c'est des gens qui cherchent à t'imposer quelque chose ou que c'est des gens qui Là, ont il de la veut faiblesse ou m'imposer à me dire que compagnie. c'est pas un homme, mais Franchement, c'en est un. je trouve que c'est égoïste et c'est ne pas chercher à se mettre à la place d'autrui. Et pour ces gens, c'est une violence au quotidien. 3 mots, une réponse de Kim et on passe à l'autre sujet pour clôturer, pour pouvoir répondre à Louis justement, juste pour terminer le sujet. Moi, ça me fait beaucoup de mal de voir qu'on puisse essayer de normaliser ça, alors que pour moi, il y a des hommes et des femmes, point barre. Mais je respecte tout le monde et je ne leur veux absolument pas de mal. On va passer maintenant au sujet de l'éducation. Vous allez le voir avec de nombreuses sous-catégories très importantes aujourd'hui. On poursuit donc ce politiquement incorrect. On va parler de l'application des cours d'éducation à l'école, à partir de la maternelle avec des niveaux correspondants. Votre première question levier, Kim Glo et Louis Boyard, est la suivante. Êtes-vous favorable aux cours d'éducation à l'école adaptés par niveau? Kim Glo. Ah non, pas du tout. Parce qu'un enfant, c'est innocent. Et on aura tout le temps de venir là-dessus. À 3 ans, tu es un bébé. Tu n'as pas à être perverti avec... on parle pas à 3 ans. Tu apprends à compter, tu apprends à parler. Il y a un temps pour tout. Aujourd'hui, je suis maman. Si à 3 ans, on vient parler sexualité à mon petit bébé, je pète un plomb. 49% Laisse-la des... jouer avec ses jouets. Laisse-la rigoler avec ses camarades. On aura tout le temps. En fait, moi, ce qui me dérange, c'est qu'on fait passer ça comme de la prévention, alors qu'il y a eu encore un juge là à Dijon qui a sa fille de 12 ans dans les clubs. Alors, tu vois, des justices comme ça, on sait qu'on a un beau taux de criminalité au gouvernement. Ce juge, il a eu quoi? Même pas du sursis, il a fait appel, alors qu'en vrai, il aurait dû prendre perpète, sa fille de 12 ans. Parle pas de... Là, je te vois d'accord avec les propos de Kim Glo, mais qui ne font pas partie du sujet. En fait, le truc, c'est que il s'agit pas, et pour le coup, c'est vraiment un sujet qui est dur, parce qu'en vérité, on parle de violence sur des enfants, et en vrai, enfin, probablement, je tiens à le dire à toutes les personnes qui nous écoutent, dans votre salle de classe, vous avez connu un de vos camarades de classe qui a été victime de violences, souvent dans le cadre familial. Très souvent d'ailleurs, ça vient souvent du cadre familial. Et le problème, il y a c'est des que... familles pour qui c'est très tabou aussi d'en parler. Exactement. Et pour le coup, ça se voit, tu es une mère aimante et tu ne demandes que le meilleur pour ta fille. Et je suis heureux qu'elle ait une safe place. Mais pour le coup, il y a des enfants pour qui, en fait, la famille, c'est pas une safe place. Et si jamais l'école n'est pas l'endroit dans lequel ils peuvent venir et dire « Écoutez, là, je suis en danger », et si jamais on n'apprend pas ça aux enfants, bah en fait, on les laisse aux mains des prédateurs. Et je suis d'accord avec toi, il ne faut pas parler aux enfants. Il ne s'agit pas de leur apprendre à parler, mais il s'agit par contre de pouvoir juste offrir un cadre qui permette de faire comprendre, tiens, si jamais il y a quelque chose que tu sens qui n'est pas normal, bah en fait, on peut te sauver. Sauf que ça ne se passe pas toujours comme ça en réalité. Il y a alors, il est important quand même, pendant ce temps, tu vas pouvoir retrouver tes mots pendant que j'explique ça, c'est hyper important. Il y a des niveaux, je le disais en introduction, au niveau de ces cours d'éducation. En maternelle et en élémentaire, le but est d'éduquer à la vie affective et relationnelle. Par exemple, apprendre à se connaître et à connaître son corps, améliorer le bien-être, encourager les élèves à s'exprimer, permettre des choix responsables, respecter les autres, à vivre ensemble grâce au respect et à l'empathie, ou encore prévenir les violences sexuelles. Au niveau du collège et du lycée, le but est d'éduquer à la vie affective et relationnelle et à la santé, comme transmettre des connaissances sur la santé, sur la reproduction, la contraception, la prévention des IST, favoriser des choix éclairés et responsables, lutter contre les discriminations, les stéréotypes et prévenir les violences sexuelles et le harcèlement. Donc on se rend bien compte qu'au niveau du programme en maternelle et élémentaire, le but n'est pas d'apprendre à un enfant à mettre un préservatif. Évidemment. Kim Glo.
Oui, mais il y en a qui se servent de ça pour faire des choses malsaines. Aujourd'hui, le nombre de vidéos qui ressortent sur que ce soit les maltraitances, les abus sur les enfants en maternelle, il y en a, ils vont se servir de ça pour faire des choses qu'ils n'ont pas à faire, dire des choses qu'ils n'ont pas à dire. Il n'y a pas que de la bienveillance, en fait. Ça serait trop beau, en fait, s'il y avait vraiment que de préserver ces enfants. Mais malheureusement, aujourd'hui, on sait qu'il n'y a pas que ça. Alors, certains parents ont pris la parole, c'est vrai, Kim Glo, mais ce sont des cas isolés où ils ont expliqué que certains professeurs sortaient vraisemblablement du cadre et montraient à leurs enfants comment mettre Ou limite, un préservatif. les prendre un par un avec les parents, mais moi, ça me dérange. Mais ça reste des cas isolés. Je me souviens d'Amandine Pélissard qui avait passé un gros coup de gueule sur les réseaux sociaux et qui refusait de mettre sa fille à l'école les jours de ces éducations-là. Comment, justement, s'assurer aussi qu'il n'y ait pas de dérive ? Là, pour le coup, c'est vraiment deux débats qui sont différents. Il y a un débat sur la question de est-ce que c'est utile pour protéger les enfants. Donc, est-ce que c'est utile, Louis Boyard, la France Insoumise, pour protéger les enfants? Là, pour le coup, oui, c'est utile. Oui, c'est utile pour protéger les enfants. Problème et qui vivent vraiment dans un environnement sain et aimant. Ça les met face à des questions, à des choses, des ressentis qu'ils vont pas comprendre et qui vont les mettre mal. Non. Pour le coup, dans la manière dont c'est fait et dans la manière où c'est amené par vraiment l'ultra majorité des enseignants, ça se passe très très bien. Et justement, moi, j'ai vu des vidéos, déjà, ça m'a choqué. Et pour le coup, là encore une fois, ce que tu dis, c'est une conception qui est individualiste. Parce que tant mieux si jamais il y a certains élèves pour qui ça se passe pas comme ça. Mais donc du coup, ça veut dire quoi? Parce qu'il y en a pour qui ça se passe bien, on ne fait rien pour ceux pour qui ça se passe mal. Et d'ailleurs, comment est-ce qu'on détecte ça? Justement, le rôle, c'est de pouvoir détecter quand les enfants sont en danger. Après, ensuite, il y a un deuxième sujet. J'en ai vu qui disait, au collège, on ne devrait pas parler de vie affective et compagnie. Mais c'est précisément au collège qu'il faut commencer à le faire. Est-ce qu'il faut parler de vie affective, justement, au collège, Kim Glo? Je crois qu'on va être d'accord sur rien. C'est l'âge de la puberté, hein, le collège. Ouais, mais j'ai vu une vidéo, alors c'était sur quoi? Non, c'est pas passé sur BFM, si peut-être, où on voyait une maîtresse qui disait, je peux même pas le dire, à des enfants, j'étais comme ça, pourtant je suis ouverte d'esprit, je suis vraiment, pour me choquer, il en faut à moi. Des enfants, qu'est-ce qui sort donc de ton zizi? Ah, le liquide blanc. La petite, elle est comme ça. Quoi? C'est pas du pipi? Hein? Ah, et ça, c'est un préservatif? Dans une salle de classe en France? Dans une salle de classe, la maîtresse. En France? Oui, en France. Faut retrouver la vidéo. Et l'enseignant, il a pas été... On voit son visage, la maîtresse, elle est comme ça dans la classe. En fait, c'est ça, moi, ce que je veux dénoncer. Mais pour le coup, d'ailleurs, c'est même la même question sur les débats sur la transidentité ou la non-binarité. C'est que, en fait, sur ces sujets-là, qui sont des sujets de société qui sont majeurs, on va à chaque fois prendre une vidéo, un cas, et tout généraliser. Et donc, du coup, on rentre pas dans le débat de fond. Et pour le coup, c'est deux sujets qui sont différents sur est-ce que c'est utile d'éduquer aux jeunes comment on vit en société, et la deuxième chose, quand il y a des enseignants qui font mal leur travail, mais pas que sur ces questions-là, sur d'autres questions, comment est-ce que l'éducation nationale peut assurer un contrôle pour que ces enseignants n'enseignent plus? Ce sont deux sujets qui sont différents. Et par exemple, sur la question de la vie affective, moi je suis d'accord pour qu'au collège, on commence à expliquer que dans la société, ça fait des millénaires qu'il existe des inégalités entre les femmes et les hommes, et que ça s'appelle le patriarcat, et que si jamais on n'apprend pas tous que chacun a une responsabilité devant ça, on n'arrivera à rien. Ben moi, je suis pour qu'on apprenne ça aux élèves. Je suis pour qu'on dise aux élèves ce qu'est le harcèlement de rue. Je suis pour qu'on explique aux élèves que par exemple, le consentement, par exemple. Parce que si jamais, et c'est ça le point sur lequel je veux aller, il y a des gens qui disent, oui, mais ça doit se faire dans le cadre familial. Si ça se fait dans le cadre familial, tant mieux. C'est un sujet tabou dans beaucoup de familles. Mais pour le coup, il y a beaucoup de jeunes qui n'ont pas ces éducations-là. Ça les met en danger, ça met en danger les autres. Mais par contre, l'éducation, elle doit y mettre les formes, et pour le coup, elle y met les formes. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu réponds à Louis Boyard? Qu'est-ce que tu fais des familles, des nombreuses familles qui ne parlent pas de qui n'expliquent pas ce qu'est une IST, qui n'expliquent pas ce qu'est le consentement? Ce qu'ils veulent introduire dans le programme, je suis contre. Maintenant, on peut prendre tous les enfants et préserver leur innocence pour ceux qui sont innocents, parce qu'il y a quand même une majorité qui est innocente. Est-ce que j'ai le droit de te toucher là? Oui. Est-ce que j'ai le droit de te toucher là? Oui. En jeu, tous ensemble. Et là, j'ai le droit? Oui. Et là? Oh, non. Et là? Oh non, non, non. On apprend en jouant avec un niveau d'enfant. Mais c'est ce qui se fait. Non, c'est pas ce qui se fait. C'est littéralement ce qui se fait. Pour le coup, c'est littéralement ce qui se fait. Ben, moi, je visite des écoles je me renseigne au moins sur une fois toutes les 2 semaines. Mais alors ça, maintenant que je suis maman, c'est ce que j'ai vu dans les programmes qu'ils ont mis, c'est aberrant. Parce que qui est responsable en cas de dérive? Quand on sait que plus de 50% des parents admettent avoir des difficultés à parler avec leurs adolescents.
Qui est Eh ben responsable alors, en cas de dérive? On fait deux groupes et on fait Ouais. cet Si c'est pas après-midi, c'est l'éduca- ce groupe-là, et Si l'après-midi, si c'est c'est l'autre pas groupe. l'éducation Non, mais nationale qui le fait, si c'est pas les parents qui le fait, qui éduque? Remettons le truc très simplement. Par exemple, la politique de lutte contre les maladies, c'est transmissible, mais c'est un enjeu de santé publique que d'expliquer que Plus de 30% des jeunes ne mettent pas de capote. Mais c'est un enjeu de santé publique, c'est un enjeu de société. Mais j'en reviens aussi sur la question du harcèlement de rue, sur la question du consentement. Et si jamais, enfin, en réalité d'ailleurs, on n'a pas enseigné ça pendant des décennies et des siècles. Vous voyez les résultats. Je redis, pour toutes les personnes qui m'écoutent, dans votre classe, vous avez été avec un élève qui a été victime de violences dans le cadre familial. Et oui, ok, ça implique de faire bouger des choses. Mais en fait, pour protéger ces enfants-là, moi, je suis content qu'on le fasse. On va se poser, Kim Glo, la question de la réforme du système scolaire. Le professeur de sociologie Bernard Lahire a déclaré auprès de Pygmalion Media, en France, l'école transmet surtout la peur de la faute. Pourtant, on pourrait éviter de faire grandir les enfants dans un système centré sur l'évaluation et les contrôles. Votre question levier est la suivante. Faut-il réformer le système scolaire selon vous? Si oui, comment? Kim Glo. L'école telle qu'on la connaît, les punitions, l'évaluation, les contrôles, pour, contre? Oui, quand c'est fait avec bienveillance. Après, il ne faut pas que ça rentre dans la maltraitance. Il faut bien diriger les élèves, mais il y a certains profs qui abusent. Moi, j'ai par exemple été tapée par ma professeure en CE1, ça m'a traumatisée. Qu'on lève la main sur un élève, c'est inadmissible. Maintenant qu'on le sanctionne sans l'humilier devant ses camarades, qu'on fasse les choses bien. Après, beaucoup s'accordent à dire qu'il n'y a pas qu'une seule façon, tu sais, de traiter le système scolaire et que ça pourrait être fait aussi par d'autres apprentissages, d'autres types d'apprentissages qu'uniquement les mathématiques, le français, les sciences telles qu'on les connaît. C'est complètement absurde qu'il faut avoir fait connaître les maths pour dire que tu es intelligent. Aujourd'hui, il y en a plein qui ont été premiers de l'école et on ne sait pas où ils sont aujourd'hui, ils ne trouvent pas de travail. T'en as, ils n'ont pas le bac et ils réussissent mieux dans la vie. Moi, je préférais qu'à l'école, on apprenne à gérer des entreprises, à gérer l'argent, à gérer un business, à parler des réseaux sociaux, peut-être aussi, qui sait. Mais que de te dire, bah, si tu retiens pas ça en maths, si tu fais pas du par cœur, on te formalise à faire du métro, boulot, dodo. Moi, j'aspire pas à ça pour la vie de ma fille. Moi, je veux que ma fille, elle soit sa propre patronne, qu'elle puisse partir en voyage quand elle veut, sans avoir à demander à son patron, je peux prendre des congés. Je veux qu'elle soit libre. Et je lui donnerai les moyens d'avoir cette liberté. Louis Boyard, il faut la faire évoluer, l'école. J'ai une question. C'est quoi le rôle de l'école pour toi? Le rôle de l'école, c'est d'apprendre, d'éduquer, d'apprendre à lire, d'apprendre à écrire, d'apprendre à compter, mais de ne pas dire si tu n'as pas ce niveau-là en maths, tu es plus bête qu'un autre. Parce qu'un autre élève va être plus fort en une autre matière, mais qui ne sera pas mis en avant au final. Et du coup, c'est les maths qui vont prendre le dessus. Donc, si tu n'as pas fait ci, tu n'as pas fait ça, alors que cette personne peut être très intelligente dans un autre domaine, mais malheureusement, elle sera... Un poisson, il est super fort dans l'eau, mais si tu mets un poisson sur un arbre, il ne sait pas monter à la branche. Mais c'est très intéressant parce que ça soulève la question des chances de tout un chacun. Je trouve la question quel est le rôle de l'école, elle est incroyable, parce qu'en réalité, personne n'a la même réponse. Et pourtant, on dit que l'école, c'est le socle de la République. Et ça permet de montrer que on a besoin d'avoir un débat public sur l'école. Aujourd'hui, l'école que nous, on a connue n'a rien à voir avec celle dans laquelle sont les jeunes actuellement. Quand on voit les chiffres sur la santé mentale des jeunes, quand on voit qu'à la rentrée, il y avait 3500 classes qui n'avaient pas un professeur, quand on voit le malaise qu'il y a dans l'école, il faut regarder le système à une échelle globale. Aujourd'hui, l'école, elle demande à des jeunes de 14 ou de 15 ans de choisir quelle sera l'orientation qui définira l'étude et le métier de leur vie. Oui. De leur vie. Et on leur demande de faire un choix de leur vie à 14-15 ans. Mais le pire, c'est que pour réussir à avoir accès à la formation qui vous donnera le métier, vous êtes en compétition. Vous êtes en compétition pour savoir s'il faut aller dans la voie générale ou dans la voie professionnelle. Et pour le coup, la voie professionnelle, je trouve ahurissant la manière dont on en parle, alors que c'est une voie qui est excellente, qui est incroyable. Et vous me permettrez aussi de dire que les métiers essentiels qui sont exercés après la voie professionnelle sont des métiers qui sont très mal payés par rapport au niveau de qualification qui est nécessaire. Et je pense que si jamais on met si jeune dans la tête des enfants que leur filière serait dévalorisée, c'est pour derrière justifier les bas salaires. Alors que je pense que ces gens devraient être mieux payés. Mais après, ensuite, vous devez vous battre pour les spécialités. Et tous les lycées n'ont pas les mêmes spécialités. Et ensuite, vous devez vous battre pour Parcoursup. Et en fait, on voit qu'on a créé une compétition d'ados qui ont entre 14 et 18 ans, qui doivent prendre des décisions pour le restant de leur vie, et c'est une compétition qui est malsaine.
qui est profondément malsaine. L'éducation, ça passe aussi par les parents. C'est un sujet qui te tient énormément à cœur, Kim Glow. Maman, est-ce que c'est un job à plein temps? Est-ce que ça devrait être traité comme un job? Pourquoi pas rémunéré? Les mamans devraient-elles pouvoir bénéficier d'aides financières pour éduquer leurs enfants jusqu'à un certain niveau scolaire? Kim Glow. Mais bien sûr, être une bonne maman à plein temps, je parle d'une maman qui n'a pas de nounou, pas de crèche, pas de télé pour se décharger, qui s'occupe réellement, c'est le métier le plus difficile. Je le vis au quotidien, j'aime ma fille plus que tout le monde, c'est l'amour de ma vie. Je n'ai jamais été autant fatiguée le soir parce que je le fais à 100%, je ne délègue pas. Et oui, c'est un métier. Et je trouve ça très dur que des mamans n'aient pas le choix de pouvoir s'occuper de leurs enfants, par exemple, jusqu'à l'entrée à l'école et qu'on doit les mettre à la crèche, à la garderie. Donc concrètement, tu serais pour des aides financières aux mamans jusqu'à un certain niveau scolaire? Ça devrait exister pour déjà, toutes les mamans. Que la maman puisse élever son enfant. Quand on voit toute la maltraitance, aujourd'hui, c'est qu'une petite face cachée de l'iceberg. Qu'est-ce qu'il y a derrière toutes ces maltraitances au quotidien? Un bébé de 4 mois, il peut pas te dire elle m'a serré le bras, elle m'a hurlé dessus, elle m'a ignoré, elle m'a pas changé la couche pendant 4 heures. La maman ou le papa, dans ce cas. Ou le papa. Si la maman fait le choix de travailler à plein temps, le papa pourrait bénéficier. Si la maman le souhaite, je trouve ça normal qu'elle ait le choix de pouvoir rester avec son enfant. Et moi, je trouve ça dur qu'en France, avec tout ce qui sort des impôts, 140 millions à la Chine, là-bas, fais une aide pour les mamans, au lieu d'aider la deuxième puissance mondiale qui n'a pas besoin de 140 millions d'euros. Alors, Louis Boyard. Du coup, moi, je vais en parler d'un point de vue papa, parce qu'en vérité, qu'on soit père ou qu'on soit mère, je pense que tout le monde peut prendre son temps pour s'occuper des enfants. Et pour le coup, là, encore une fois, le principe qui doit prédominer, c'est celui de la liberté. C'est-à-dire que si vous voulez vous occuper de votre enfant à plein temps, ça se respecte. Si jamais vous voulez travailler en ayant des enfants, ça se respecte. Mais est-ce qu'il faut une aide financière? Oui, mais l'aide, elle n'y est pas. Si la maman, elle veut, elle n'a pas le choix, mais pour le coup, par exemple, moi, je vais prendre l'exemple, par exemple, des mères qui travaillent. Par exemple, réussir à obtenir une place en crèche aujourd'hui, mais c'est devenu impossible. Et pour le coup, enfin, il y a tout. J'ai envie de dire, au final, elles ont de la chance quand on voit ce qui se passe, Louis, dans les crèches. Ça, c'est le sujet suivant. Et pour le coup, j'ai beaucoup travaillé dessus. La question des crèches, c'est aussi parce qu'on a mis une logique de rentabilité dans le fait de s'occuper d'enfants, ce qui est totalement absurde. Mais la question, finalement, c'est il y a toute une série de besoins. Pour tous les êtres humains, on a tous besoin d'eau, on a tous besoin de nourriture, on a tous besoin de se chauffer, on a tous besoin d'un logement. Un bébé a besoin de sa maman. Si je peux finir. On a tous besoin, donc logement, eau, nourriture, électricité, éducation et compagnie. Il y a toute une série de choses qui sont indispensables à la vie et qui aujourd'hui fluctuent sur le marché. Moi, je pars du principe que toute une série de biens et de services sont des biens et des services communs qui devraient être accessibles à tout le monde. Qu'au nom de l'égalité des droits, on devrait tous avoir le droit à un logement. On devrait tous avoir le droit à pouvoir se nourrir ou à pouvoir se chauffer. Et donc, du coup, à partir du moment où on pose le débat de l'égalité pour les parents, mais aussi pour les enfants de cette manière-là, bah là, du coup, on est sur un autre modèle de société. Donc, du coup, moi, je ne veux pas rentrer ça du point de vue de l'analyse du modèle capitaliste, parce que moi, je suis contre ce modèle. Moi, je pars du principe que l'égalité des droits, elle s'assure en faisant en sorte que, pour les enfants comme pour les parents, tout ce qui est indispensable à la vie humaine soit garanti par la collectivité. Et alors, pour répondre à la question concrète, est-ce qu'il faudrait que les parents, les mamans bénéficient d'une aide financière pour éduquer leurs enfants? Oui, et par ailleurs, oui, toutes sans exception. Mais pour le coup, c'est pas... Même les milliardaires. Non, mais pour le coup, oui. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que je pars du principe que pour moi, il y a une égalité entre les êtres humains. Et donc, du coup, pour moi, en fait, par exemple, comme pour les médicaments, j'estime que quand vous avez un problème de santé, bah, en fait, on ne va pas vous laisser sur le carreau si jamais vous n'êtes pas capable de payer. Ce serait quoi le montant d'une aide décente? Pour le coup, c'est la sécurité sociale qui doit organiser ça. Parce que c'est de moins en moins bien rémunéré les congés parentaux. Et pour le coup, les allocations familiales, c'est ça l'objectif de la sécurité sociale. C'était de dire, bon, vous avez un enfant, au nom de l'égalité des enfants et des parents, on va vous filer le coup de main. Mais en réalité, ce coup de main, il n'est pas à la hauteur de ce que coûte le fait d'entretenir un enfant sur l'école, sur les fournitures, sur la crèche, sur l'électricité et compagnie. C'est pour ça, moi, je veux garantir cette égalité de droit. Sujet très important, très intéressant. Sur environ 17 000 établissements en France, on compte environ 2 000 signalements pour des faits de maltraitance envers les jeunes enfants. Ça, c'est que la vérité. Le haut de l'iceberg pour Kim Glow. Un quart des professionnels interrogés déclarent avoir déjà travaillé dans un établissement qu'ils considèrent comme maltraitant envers les enfants. Dans ce rapport sont décrits certains signalements, des enfants oubliés sur les toilettes, privés de sieste, des insultes, des humiliations, des couches qui ne sont pas changées. Une ancienne directrice de crèche, Catherine, a déclaré « J'ai assisté à des scènes de maltraitance ». Votre question levier est la suivante, Kim Glow, Louis Boyard. Faut-il mettre en place un système de vidéosurveillance accessible aux parents dans les crèches en France? Oui, toutes les crèches. Du moment qu'un petit bébé ne peut pas se défendre, ne peut pas dire « Monsieur Dupont, il m'a touché les
aujourd'hui. Il ne peut pas parler, ce petit bébé. Pourquoi on fait confiance à des gens, quand on sait ce qui se passe? Aujourd'hui, il faut être réaliste. Les gens bien, il y en a de moins en moins. Il y a des gens qui aiment plus leur métier, il y a des gens qui maltraitent, que ce soit intentionnel ou non intentionnel, parce qu'elles sont débordées, qu'elles voient que la couche, elle déborde, mais qu'elle n'a pas le temps de lui changer, que le petit, il a les fesses brûlées, qu'on n'a pas le temps de lui donner. C'est atroce ce qui se passe dans les crèches. Et on normalise ça parce qu'il faut qu'on aille travailler et on pose les bébés dans les crèches. Il faut des caméras. Ça devrait même pas être un sujet. Tu surveilles, tu te connectes toute la journée, tu peux voir ton enfant, tu payes un abonnement ou alors... Tu le ferais? Tu mettrais ta fille Talia dans une crèche si tu pouvais Moi, voir les caméras? je peux être avec elle, j'ai la chance d'être avec elle. Pourquoi je la mettrais dans ce milieu de stress? Pas du tout. Oui, mais si les crèches avaient des caméras de vidéosurveillance, est-ce que ça te rassurait en tant que maman? Mais bien sûr. Tu peux te connecter quand tu veux. Ça va faire que beaucoup de nounous vont moins maltraiter les enfants parce qu'elles savent qu'elles sont filmées. Si tu sais que tu es filmé, tu vas quand même... Louis Boyard, la question des caméras de vidéosurveillance dans les crèches. En fait, on ne pose pas le bon sujet. Pour le coup, vraiment, en fait, au moment où il y a eu le scandale sur les crèches, parce qu'on a découvert que Aurore Berger, qui est du coup la ministre en charge des crèches, avait des collusions avec les lobbies des crèches privées, je me suis beaucoup intéressé à ça. Et en fait, le fond du problème, c'est que pour les crèches privées, d'ailleurs, mais il y a le même modèle dans les crèches publiques, il y a une logique de rentabilité. Et moi, j'estime qu'il ne devrait pas... On enlève des repas parce qu'on estime qu'il va manquer des enfants et quand tout le monde est là, il n'y a pas assez de repas pour faire des économies. Et pour le coup, je trouve absolument lunaire qu'il y ait des gens qui dégagent du profit et qui fassent des économies pour dégager encore plus de profit sur les crèches. Moi, je pense qu'il devrait y avoir un service public de la petite enfance qui garantirait à tout le monde de pouvoir avoir une crèche dans laquelle les salariés qui s'en occupent, et ce sont beaucoup des femmes, sont payés correctement. Enfin, pour le coup, quand vous regardez... Payés correctement et surveillés, Louis, parce qu'elles ne sont pas surveillées. Ça veut dire qu'il faut faire confiance aveuglément à ces gens. Il y a trop de problèmes. Aujourd'hui, on ne peut plus leur faire confiance, c'est prouvé. Aurore Berger, pardon, pour préciser, qui a été placée sous le statut de témoin assisté. Hein. Oui, il y a une enquête et la justice fera le travail, mais pour le coup, globalement, elle a répété les éléments de langage. Concrètement ? En gros, au moment où il y a eu une explosion des scandales dans les crèches privées, les lobbies lui ont donné des éléments de langage et elle a été répétée tous ces éléments de langage. Et pour le coup, elle n'a pas pris de mesures en tant que ministre pour essayer de mettre fin à ces maltraitances dans les crèches. Oui, elle est soupçonnée d'avoir menti sous serment concernant ses liens. Oui, et en plus, elle a menti sous serment devant une commission d'enquête. Mais elle est soupçonnée. Moi, je vous dis qu'elle a menti. Mais pour le coup, en vrai, les femmes qui s'occupent de ces enfants sont des femmes qui ont une grande responsabilité, qui pour le coup ne font pas ces métiers par avarice, mais qui le font par passion, mais qui sont tellement mal payées par rapport à la pénibilité du travail et au poids de la responsabilité. Donc, c'est-à-dire que le problème, ce serait la rémunération, Louis. Il y a un immense sujet de rémunération. Et c'est pour ça que, avant de parler des crèches, je veux avant tout parler du fait qu'il y ait des gens qui fassent de la rentabilité sur des bébés, sur le fait qu'il y a des salariés qui sont sous-payés par rapport à la passion qu'elles mettent dans leur travail et à la pénibilité de leur travail. Justifie la maltraitance. Non, elle ne justifie pas la maltraitance, mais par contre derrière, c'est ce qui fait que vous avez des pénuries de recrutement dans les crèches. Aujourd'hui, il y a une grosse pénurie de recrutement et ça joue. Et oui, et du coup, ils ont mis des gens qui n'étaient pas diplômés, qui n'étaient pas formés pour ça. Mais même les gens formés, Louis, ils font de la maltraitance. Aujourd'hui, on le sait, c'est pas... c'est confirmé. C'est fou ce qui se passe. Moi, depuis que je m'y suis intéressée, c'est à vomir. J'en ai pleuré dans mon lit, à voir des choses, des témoignages, des témoignages... C'est horrible, c'est horrible. Et pourtant, ces petits bébés, au moment où on parle, ils sont dans ces crèches à se faire maltraiter. Il faut des caméras. Pourquoi on n'en met pas? Ça devrait être normal. On surveille nos bébés. Ils ne peuvent pas parler, les bébés. C'est une proposition de loi. Pour le coup, si vous arrivez à faire passer cette loi, moi, je vous suis, je vous soutiens. La loi GLO, on met des caméras dans les crèches, Louis. En fait, mais je suis sérieuse. Non, mais je suis un peu précautionneux parce que quand tu dis elle maltraite, s'il te plaît, ne fais pas de généralité. Parce que pour le coup, il y en a qui nous écoutent et elles cherchent à faire le métier du mieux qu'elles peuvent. Mais par contre, tu as raison sur une chose, c'est que quand il y a eu des cas de maltraitance dans les crèches privées, les pouvoirs publics n'ont rien fait. Il y a les crèches publiques qui maltraitent aussi. Oui, mais pour le coup... Combien il y en a qui avouent avoir serré les bras, avoir mis des tapes? Mais pour le coup, on a vu ça, on a vu ça beaucoup plus dans le privé. Parce que t'es à bout, les isoler dans des pièces tout seul. Le petit, il hurle alors qu'il a besoin d'être rassuré, pleure pas, je comprends, ça te stresse, tout le monde crie. Je suis là, je peux plus, je le pose dans une pièce, je le laisse pleurer. Tout seul dans le noir. Mais comment les adultes peuvent se construire après? Ces enfants, ils sont traumatisés par ce qu'ils vivent à la petite enfance. Il faut mettre des caméras. Est-ce que vous croyez que vous pourriez proposer ça, Louis? Non, mais la question de la caméra pour conclure là-dessus. Pour toi, Louis, franchement, ça ne réglerait pas le problème pour toi, les caméras. Et pour le coup, ça réglerait pas le problème. Et en fait, je ne veux même pas rentrer dans ce débat. Vous savez pourquoi? Parce que je le trouve insultant pour les femmes qui s'occupent des petits.
Enfin, Si elles en n'ont vrai, rien à se reprocher, c'est- en quoi ça les dérange? Mais il y a une différence. Elles ont rien à se reprocher. Mais en Le fait- problème, c'est qu'elles sont en minorité aujourd'hui. On le sait. Ces femmes qui font bien le travail, malheureusement, aujourd'hui, il y a plus de maltraitance que de bienveillance dans les crèches. Pour le coup, moi je les connais et pour le coup, je suis désolé, mais je te laisserai pas parler comme ça de ces Moi femmes. aussi, je les parce connais. que l'ultra-majorité. Je me suis vraiment renseignée. L'ultra-majorité, On écoute Louis et tu réponds. l'ultra-majorité, c'est des femmes qui sont sous-payées par rapport à la pénibilité du métier, qui ont décidé qu'elles le feraient par passion et qui, pour le coup, se retrouvent dans des situations où elles sont trop peu nombreuses pour s'occuper des enfants. Elles sont mises sous pression par la hiérarchie, qui elle-même est mise sous pression par en gros la sécurité sociale ou par les entreprises privées. Et du coup, c'est pour ça, moi, je veux pas rentrer dans ce débat. Parce que avant de rentrer dans ce débat, venez, on se pose la question des conditions de travail et du bel engagement de ces femmes. Donc je ne jetterai pas la suspicion sur elles. Ces parents qui pleurent, qui récupèrent leur petit bébé avec un cocard, avec du sang dans la culotte et qui se disent mais si seulement il y avait des caméras, on aurait su ce qui s'est passé malheureusement, avant. Kim Et Glo- ces parents-là, on s'en fout. Kim Glo, Mais Louis pas du Boyard, tout. pardon, on va devoir clôturer ce sujet, mais pour le Donc conclure là, ce moi, sujet... je vous demande qu'on mette des caméras dans les Ah, il crèches. le fera pas. Est-ce que tu me suis Non, là-dedans? non, franchement, je suis On met désolé. pas de caméra dans les crèches. Je suis désolé. On surveille pas les petits Je suis- bébés. Non, je suis désolé, mais la manière que tu as de parler de ces femmes, je te trouve irrespectueuse. Pour des femmes qui sont sous-payées par rapport à la qualité de leur Et travail. elles sont pas et tu jettes- irrespectueuses, et celles pour- qui hurlent et qui tapent Si, les enfants. c'est Vous avez déjà exposé vos si je peux arguments. juste Celle terminer qui sur change ça. pas la couche du bébé pendant 5 heures, elle est pas Est-ce que tu peux me laisser m'exprimer? C'est en ça que je trouve que ta manière de présenter le débat est malhonnête. C'est-à-dire que tu prends un exemple et à partir du moment où on ne te suit pas sur toutes C'est tes des solutions, centaines c'est comme si on les d'exemples. cautionnait. C'est de partout. Est-ce que Elles tu le peux me disent, laisser même terminer celles qui aiment Sam, les enfants. Tu peux lui dire de... On laisse Je Louis, me tais on laisse depuis Louis tout à l'heure, terminer. t'as beaucoup plus parlé Non mais que pour moi. pas parler en même temps, pour Non, que mais ce là, soit c'est un simple pour sujet tous. qui me touche, Il termine, Sam. oui, je sais. Il met tous les sujets sont importants. Voilà. Il met Je un pense point, Parce que quand il t'auras met un un point bébé, tu final et tu comprendras réponds. qu'il faut mettre des caméras. Ce que je te dis, c'est que là, dans tout le débat qu'on a eu sur la question des crèches, on n'a pas parlé des femmes qui s'en occupent, on n'a pas parlé du système financier qui met la pression sur les femmes qui s'en occupent, on n'a pas parlé de leurs conditions de travail, et pour le coup, tu jettes une suspicion sur des femmes honnêtes qui font correctement leur boulot. Et là, je vais terminer ce que j'ai toujours Pas voulu te toutes, dire depuis pas le début toutes. avant, Pas c'est que toutes. pas toutes, et que là où il y a des signalements qui sont faits, les pouvoirs publics ne font rien. Et pour le coup, les pouvoirs publics ne font rien. Pourquoi? Parce qu'ils ont des qu'il y a collusions personne avec qui les peut lobbies. travailler aussi. Parce qu'ils ont des Et il trouve collusions personne avec les pour lobbies. remplacer la personne, donc il la laisse. Et Et il ferme les yeux. parce On va que devoir ces gens passer à sont un mal autre sujet, payés. sinon on va passer à côté de sujets intéressants. Point final, tu ne pourras pas créer cette loi avec Louis Boyard. Voilà, faudra que tu trouves un autre député pour t'aider là-dessus. On va parler de l'insécurité. Maintenant, selon un rapport du ministère de l'Intérieur, les violences physiques et elles ont fortement augmenté en France sur les 8 dernières années. Ouais, normal, la justice, ça sert à rien. Votre question levier est la suivante. Selon vous, la montée de l'insécurité en France, est-ce qu'elle existe vraiment ou est-ce que c'est un sujet instrumentalisé par des partis Moi, je la politiques? vis au quotidien. Kim Glo. Que tu sois déjà une femme, tu la vis. Alors, quand tu as un peu de notoriété, entre guillemets, que ta tête, elle est connue, entre guillemets, c'est encore pire. J'entends bien, mais en mettant la notoriété de côté, l'insécurité. Ah oui, oui, quand je vais promener mon chien en randonnée, j'ai un couteau dans la manche et je me dis, waouh, t'es en 2025, t'as tellement peur qu'il y ait un fou qui vienne derrière t'agresser et tu sais qu'il aura rien, il va aller 2 heures en garde à vue, il sera relâché. Eh ben moi, j'ai un couteau pendant que je promène mon chien parce que j'ai peur. Et ça, c'est une réalité que je n'invente pas, que je vis. Louis Boyard, t'entends Et, cette et je me dis, c'est fou, je suis là dans la forêt avec mon chien, j'ai même pas le droit d'avoir ce couteau sur moi, mais je suis terrifiée parce que si je me fais agresser, qui va m'aider à part moi-même et mon chien? Qui va m'aider? Que je suis toute seule dans la forêt avec un homme qui me saute dessus. Louis Boyard, l'insécurité, elle existe vraiment Non, mais ou elle est elle existe. instrumentalisée par des partis politiques? Bien sûr qu'elle existe. Deux choses. En fait, la question de l'insécurité, moi, enfin, je sais pas où est-ce que tu vis. Moi, par exemple, je vis dans une ville qui s'appelle Villeneuve-Saint-Georges et dans laquelle il y a des problèmes de ce point de vue-là. Par contre, le reproche que je fais quand on a les débats sur l'insécurité, c'est qu'on parle toujours de l'ordre avant du droit. C'est-à-dire que sur les questions d'insécurité, c'est toujours le ministère de l'Intérieur et la police à qui on va demander de régler les problèmes, alors que c'est des questions qui sont beaucoup plus complexes et beaucoup plus larges que ça. En fait, sur ces questions-là, il faut aussi parler santé, il faut aussi parler éducation, il faut aussi parler logement. Et aujourd'hui, et là par contre, je suis très clair sur ça, j'accuse aujourd'hui toute une série de milliardaires qui possèdent à 9,90% des chaînes de télévision, de en permanence mettre sur ce sujet-là pour ne pas. Mais bien sûr que je mets CNews et beaucoup d'autres chaînes. Donc, mais de répondre plus simplement, parce que là tu parles en politique avec des longues phrases, mais oui ou non, est-ce qu'il y a de l'insécurité dans la France? Est-ce qu'il y a des gens qui se font agresser? Oui. Merci. Ben oui, mais j'ai jamais dit le contraire. Par contre, il y a quand même un sujet qui est qu'aujourd'hui, vous avez 9 milliardaires qui possèdent 90% des médias et qui, à chaque fois,
parle du sujet de l'insécurité et c'est un sujet politique dont il faut parler. Mais par contre, quand ils parlent d'insécurité, ils le font toujours pour mettre la responsabilité sur ou l'immigration ou les quartiers populaires. Et là, en revanche, je ne suis pas d'accord avec ça. Parce que les questions d'insécurité sont des questions qui sont globales. Par exemple, tu parlais de ce qu'essaie d'être une femme aujourd'hui et le sentiment d'insécurité en tant que femme. Les violences patriarcales, ce sont des violences qui existent dans toute la société. Et pour le coup, quand on regarde ce sujet-là, on doit le regarder, bien sûr, du point de vue du maintien de l'ordre, mais aussi du point de vue de l'éducation, aussi du point de vue de toute une série de services qui, justement, permettent d'apporter la protection dont les femmes ont besoin. Est-ce que tu crois en la police française, en la police nationale? Est-ce que tu te sens en sécurité? Absolument pas. Moi, j'ai payé des impôts, je me fais comme tout le monde presser comme un citron. Pour avoir eu une fois besoin d'eux dans ma vie, je les appelle en détresse, ils ne sont jamais venus. Et ils se sont même moqués de moi au téléphone en disant que je partais en crise de panique. Ils ne savaient pas que j'étais Kim Glo. J'aurais pu retrouver la conversation, la faire écouter à ses supérieurs. J'ai eu besoin d'eux une fois. Et là, je me suis dit, là, j'avais vraiment besoin d'eux. Et là, je me rends compte qu'en fait, plus personne ne me protège. La police, en qui je misais, parce que moi, comme beaucoup de citoyens, tu penses que quand tu as un problème, tu n'appelles pas la police dans ta vie, c'est rare. J'ai eu besoin une fois d'eux, ils ne sont pas venus. Et là, je me suis dit, waouh, ils servent à quoi mes impôts? Et c'est des témoignages qui sont grandissants sur les réseaux sociaux. Malheureusement, on en voit de plus en plus des témoignages comme ça. Je l'ai vécu, et crois-moi que j'ai eu la peur de ma vie. Hein. J'ai pas pu compter sur eux. C'est pour ça qu'à titre personnel, je pense qu'il faut une réforme de la police. Et pour le coup, tu donnais l'exemple de la justice, quand tu te retrouves à avoir des gens qui portent plainte et qui attendent 3 à 4 ans pour avoir un prononcé de jugement, c'est un problème. Et pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas suffisamment de personnel qui sont formés dans les tribunaux pour faire en sorte que toutes les demandes soient... Mais il n'y a pas de place dans les prisons. Il y a 100 000 personnes qui devraient être mis en prison, qui ne peuvent pas rentrer en prison parce que les prisons sont pleines. Il y a un taux d'occupation de 135% parce dans les prisons. Des traitements 62 000 places, il y en a 85 000 de prisonniers dedans. Où on les met, tous ces délinquants? Et c'est pour ça que, pour le coup, moi je parle d'une réforme de la police et il faut distinguer plusieurs polices. À la fois, il y a la police de proximité. La police de proximité, c'est celle du quotidien, c'est celle qu'on connaît dans sa ville, c'est celle qu'on identifie. Pas pour le coup, moi je pars du principe que pour que tout le monde ait une égalité en termes de sécurité, ça devrait être l'État qui s'en occupe. Je suis pas d'accord pour qu'il y ait des villes dans lesquelles t'as un certain nombre de fonctionnaires de police et dans une autre ville c'est pas le cas. Moi je suis pour l'égalité des droits, premièrement. Et cette police de proximité, c'est la police du quotidien, la police qu'on voit, la police qu'on connaît, la police qui est avec la population. Et ensuite il y a une deuxième police qui est la police d'intervention. Et cette police-là, c'est la police qui, au moment où il y a des situations difficiles, dangereuses à gérer, c'est la police qu'on appelle et qui est en capacité d'intervenir directement. Et aujourd'hui, la police... Est-ce qu'elle est dans le déclin aujourd'hui, la police? Aujourd'hui, elle est complètement dans le déclin. Est-ce que tu es d'accord avec le Boyard là-dessus? Pour toi, la police, est-ce qu'elle est en déclin, la police française? Comment ça, en fait, que... En déclin. Est-ce que tu as l'impression de payer des impôts pour quelque chose qui n'existe pas, que tu ne vois pas, qui n'est pas palpable? Ah oui, non, mais c'est sûr, c'est sûr. Mais moi, ce que je voulais dire, c'est que, voilà, tu vois, je voulais le dire, c'est pour ça que je faisais ça, après j'oublie. Quand tu fais ça, c'est parce non, que tu... D'accord, je saurais. Non, ce que je voulais dire, c'est que l'être humain, il marche comme ça. Aujourd'hui, on sait que la justice française, tu vas 2 heures en garde à vue, t'es relâché, tu vas cambrioler, tu vas 2 heures en garde à vue, c'est bon, tu peux aller au... Ah bah là, il n'y a pas de place. En fait, Donc tu dénonces le laxisme. Si tu sais que tu vas broncher, ça tombe sanction. Ah, j'ai fait ça, là, tu transfères. Ça va te calmer, tu n'auras plus envie de le refaire. Donc pour toi, c'est trop laxiste, la police est trop laxiste. Il faudrait des peines minimales Si t'as peur, tu fais pas. Ou du moins, beaucoup moins. Mais si tu sais que tu vas aller 2 heures en garde à vue, qu'on peut rien faire, que le système il est fait de manière à ce que t'es relâché, bah c'est pas grave, demain je revais cambrioler, de toute façon il va me garder 2 heures ce bouffon et je m'en fous. Alors, sur cette question-là, tu parlais du déclin de la police et de la justice. Pour le coup, il y a 2 sujets. Il y a le sujet du manque de moyens, qui fait que par rapport aux besoins de la population, les services publics de gardiens de la paix sont pas en capacité de maintenir la paix. Mais on pourrait les avoir, ces moyens. Oui, je suis totalement d'accord pour dire qu'on pourrait les avoir. Mais je pense que c'est le débat après. On les a, en fait, ces moyens. Ouais, je suis d'accord. Mais pour le coup, ça, c'est le sujet d'après. Okay. D'accord. Après, ensuite, il y a un autre sujet, c'est qu'est-ce qu'on demande à la police aujourd'hui? Aujourd'hui, les politiques, sur les questions de sécurité, ils sont constamment dans la communication. Enfin, moi, je vous le dis, par exemple, dans ma ville, j'ai des policiers sur des chevaux au milieu du centre-ville. Je ne sais pas s'ils ont produit des véritables résultats, mais on fait de la com. Aujourd'hui, vous avez les ministères de l'Intérieur qui demandent aux policiers de faire du chiffre, de sortir des statistiques et pas d'être dans le quantitatif plutôt que dans le qualitatif. Et pour le coup, ça a un résultat dans le ressenti de la population, mais ça a aussi un résultat chez les policiers eux-mêmes. Parce qu'il y a un profond malaise aujourd'hui dans la police. Nous, on avait demandé l'ouverture d'une commission d'enquête à l'Assemblée nationale sur les
qui sont très élevés dans la police. Et donc, c'est pour ça que nous, on dit qu'il faut une réforme globale. À la fois qui distingue, à la fois avec une police de proximité, une police d'intervention, une police judiciaire qui est formée à l'écoute, à accueillir la parole. Ensuite, il faut avoir une justice qui ait les moyens. Et nous, on ne sera pas dans le chiffre. 30 à 40% des Français n'ont plus confiance en la police en France. Et vous avez vu le témoignage des 2 policiers? Le gars, il appelle, il a été cambriolé, il arrive à retenir un des cambrioleurs. La police arrive, ah oui mais vous l'avez retenu chez vous, on est obligé de vous embarquer pour séquestration. Ils étaient mal à l'aise en disant, l'autre il a dit mais fallait quoi que je lui serve une tasse de thé, je vous appelle, je vous dis qu'il est là. Il a pris plus cher celui qui a été cambriolé que le cambrioleur. La justice marche sur la tête. Beaucoup de Françaises et Français tu demandes rien, dénoncent. c'est avec ta famille chez toi, tu te fais cambrioler, tu retiens le cambrioleur et c'est toi qui penses plus que le cambrioleur, ça me rend folle. Ça t'appelle la justice ça? T'as cambriolé une famille innocente qui demande rien, qui est tranquille chez elle, tu vas en tôle et tu fermes ta gueule. Beaucoup de Françaises et Français dénoncent justement le fait que les victimes deviennent les bourreaux. Mais pour le coup... Ce monsieur qui a pris plus que le cambrioleur, tu en penses quoi? Honnêtement, il est chez lui, il retient, j'appelle, je l'ai. Et il prend plus que le voleur. Louis, franchement... on va laisser répondre. On va reprendre le truc depuis le début. Mais non, c'est aussi simple que ça. On laisse répondre Louis Boyard. Oui, mais il fait des grandes phrases, mais le sujet, il est simple. Bah oui, non, mais en fait, le truc, c'est que c'est que la loi, elle tourne pas rond. Non, mais on va laisser répondre Louis Boyard. Si tu peux me laisser m'exprimer, mais justement, je trouve que la manière dont tu amènes le débat, c'est justement tout ce qui fait que le débat politique sur ces questions qui sont majeures, on ne peut pas les avoir correctement. Parce qu'on prend des cas qui parfois, pour le coup, moi je ne connais pas cette histoire-là. Donc j'adorerais que tu me donnes par exemple le niveau de peine qu'a pris le cambrioleur, le niveau de peine qu'a pris la personne, quand est-ce que ça s'est passé, où est-ce que ça s'est passé. Il me semble de tête, on pourra tout ressortir et vérifier. Il a pris 2 ans de sursis, le mec qui a été cambriolé, et le cambrioleur il a pris 6 mois de sursis. Alors, il a pris plus. Alors ensuite je vais revenir sur l'autre truc. Donc autant te dire qu'il est parti recambrioler 2 jours après. Donc ensuite le deuxième sujet, c'est que il faut pas être caricatural sur les questions de justice. Ce n'est pas vrai de dire que tout le monde connaît. En fait, il y a des gens qui partent du principe que, en rendant le code pénal plus dur, vous allez avoir moins d'infractions, moins de délinquance. Pour le coup, alors. Si t'as peur, tu bouges pas. Mais il y a 2 sujets qui démontrent que ça ne fonctionne pas. Moi, premièrement, on laisse Louis Boyard finir. Il y a 2 sujets qui montrent que ça ne fonctionne pas. Premièrement, il y a eu de nombreuses études sur le sujet. Et en fait, pour une raison très simple, c'est que les gens, ils connaissent pas le code pénal par cœur. Et que les gens, si jamais il y a eu 6 mois supplémentaires, ou s'il y a eu 2 ans. Mais pour le coup, il y a eu de nombreuses études et il y a eu même des pays qui ont fait des lois et ensuite on a regardé les résultats. À Dubaï, ils savent que s'ils bronchent, il y a quelque chose et c'est le pays où tu te sens le plus à l'aise. J'ai jamais été aussi en sécurité que dans ce pays. Je sais qu'il ne m'arrivera rien. Mais moi, je suis député de la France, donc je vais parler de la France. Je peux dormir là-bas, la fenêtre ouverte, la porte ouverte. En France, c'est impossible. Je vérifie mes caméras, je vérifie mon alarme. J'ai peur, je vérifie que mon chien, il est bien vivant. Oui, c'est bon, il va grogner, il va me défendre. Je suis comme ça, moi. D'accord. Louis Boyard, pour terminer ce sujet, avant de passer au dernier sur l'insécurité. Donc pour terminer sur ce sujet, les questions de police et les questions de justice, ce sont des questions qu'on doit traiter d'un point de vue global. Il faut sortir de la politique du chiffre et rentrer dans le qualitatif, en leur donnant les moyens d'exercer leur mission, en arrêtant de leur demander du chiffre pour faire de la com, et ensuite en segmentant. Donc ça ne devrait pas être un business. Mais non, clairement pas. Et ça ne devrait pas être un business de politique qui à chaque fois vous font des coups de communication, vous disent on va faire telle grande loi, et à la fin dans le quotidien des gens ça a changé quoi. Et surtout s'il vous plaît, quand on parle de ces questions-là, arrêtez d'envoyer que les ministères de l'Intérieur. Faut envoyer ministère de l'Éducation, faut envoyer ministère du Logement, faut envoyer ministère de la Santé, parce que c'est des questions globales. Allez, on clôture le sujet de l'insécurité avec la question de la légalisation du cannabis. C'est le média Le Point qui a écrit au 1er septembre 2027, la France décide de légaliser le cannabis à usage récréatif. 1 an plus tard, elle le regrette amèrement. Alors il s'agit en réalité, vous l'avez compris bien sûr, d'un article fictif et dystopique qui soulève la question suivante que je vous pose, comme eux se la posent. À quoi ressemblerait la France du cannabis légalisé? Kim Glo, Louis Boyard, à vous. Non, pour le coup, tu vois, quand j'ai expliqué que sur tout un nombre de questions, à chaque fois on fait intervenir la police et le ministère de l'Intérieur, alors que c'est des sujets qui sont beaucoup plus larges, je trouve que le cannabis est un très bon exemple de ça. Parce que avant d'être un enjeu de sécurité, c'est surtout un enjeu de santé publique. Et la France est l'un des pays dans lequel on a la plus grosse répression sur le cannabis. Et pour le coup, beaucoup de forces de police sont occupées à aller courir derrière des petits pour des résultats qui ne sont pas efficaces. Et derrière, quand ensuite vous avez des jeunes parfois qui se retrouvent pris dans ces addictions-là et que derrière ils vont demander des soins, et ben il n'y a pas les places suffisantes pour pouvoir les accompagner. C'est pour ça que c'est encore une fois un très bon exemple qui montre que
un politique démagogue va arriver vous dire ministère de l'Intérieur, de la police, ministère de l'Intérieur, police. Quelqu'un qui connaît un peu le sujet et qui est intéressé à changer les choses, il va le regarder d'un point de vue sectoriel, le regarder comme un enjeu de santé publique. 51% des Français sont favorables à la légalisation, à la dépénalisation du cannabis. Et toi, Louis Boyard ? Pour le coup, oui, j'y suis favorable parce que on demande, par exemple, aujourd'hui, parce qu'on était sur le sujet des forces de police, on demande aujourd'hui aux forces de police pour aller faire du chiffre, d'aller courir derrière des petits et ça ne change absolument rien. Donc, déjà, premièrement, dans l'administration, vous allez libérer de la place. Deuxièmement, ça vous permettra d'obtenir des moyens pour la santé publique. Parce que moi, je suis pour que le moindre euro qui est dégagé avec ça et avec les taxes que vous avez, vous le taxez et vous le mettez dans la prévention et dans le soin des gens. Donc taxer le cannabis comme l'alcool est taxé. Exactement. Moi, ça me dérange qu'il en parle comme si ça pouvait être une sorte de médicament. Alors que les études ont prouvé que ça détruisait les neurones, que ça mettait dans un état... second, et la génération d'aujourd'hui, elle a vraiment pas besoin qu'on rajoute ça. C'est catastrophique si on légalise ça. Tu les vois tous ces jeunes à fumer des pets sur les bancs qui n'ont pas d'avenir. Enfin, mais c'est horrible. Pour le coup, à s'ensuquer, à pas aller faire du sport, à être là sur un banc. Mais il faut surtout pas légaliser ça. Après, beaucoup de gens, ils sont accros et beaucoup de gens fument. Donc, forcément qu'ils vont être pour parce que eux-mêmes en ont besoin au quotidien. Mais est-ce que ce serait pas un moyen justement de contrôle ? C'est ça. Parce que pour le coup, si jamais on partait du principe que l'interdire permettrait de limiter la propagation, on n'aurait pas cette statistique ahurissante avec le fait que la France est le premier pays consommateur de cannabis. Alors que pourtant, en Europe, c'est le pays qui réprime le plus. Ensuite, pour les jeunes, statistique assez rassurante, la jeune génération aujourd'hui consomme moins de cannabis que les générations précédentes. C'est pour ça que, encore une fois, il faut regarder ça du point de vue d'une politique globale. Est-ce que la répression aujourd'hui a donné des résultats ? Non. Est-ce qu'aujourd'hui, la politique de santé, elle est suffisamment efficace et est-ce qu'elle fonctionne ? Non. Alors pourquoi est-ce qu'on ne changerait pas de logique ? Pourquoi on ne durcirait pas la justice ? C'est toujours le même problème. Elle est trop laxiste, elle ne sert à rien, cette justice. Mais si tu as peur, tu ne branches pas. Si tu sais que tu vas fumer, tu vas avoir un truc qui tombe derrière, tu touches pas. Mais tu sais que c'est déjà le cas. Tu sais que pour le coup, pour le coup, avec Macron, ils ont que fait ça. Avec Macron, tous les ans, ils arrivent, ils vous font, on va faire la nouvelle politique, on va à nouveau réprimer. Et à la fin, non seulement ça vous donne pas de résultat, parce que au fond, le problème, c'est que vous avez à la fois ce qu'on connaît, c'est-à-dire du quotidien, mais en réalité, ce sont des réseaux à l'échelle mondiale. Et quand on voit des jeunes qui témoignent et qui disent, bah ouais, je fume, mais c'est vrai que je suis pisse, mais tu peux pas me plonger ces gens dans cet état tout le temps. Moi, personnellement, j'ai jamais goûté à ça. Je n'ai jamais j'ai jamais fumé. Je déteste ça. Donc, ça me paraît fou qu'on puisse légaliser ça. Vous t'imagines être dans un état second tout le temps, en fait, le truc, c'est que tu pars du principe que si jamais c'est illégal, les gens, ça veut dire que ça n'existera pas. Mais pour le coup, c'est ce qu'ils avaient essayé, par exemple, avec l'alcool aux États-Unis, et on a vu que ça n'avait pas fonctionné. C'est pour ça qu'il ne faut pas partir du principe que, à partir du moment où on va légaliser, ça va aggraver les problèmes. Au contraire, on aura davantage de contrôle, notamment du point de vue de la santé. À quoi ressemblerait la France du cannabis légalisé ? Est-ce que toi, si demain la France légalisait le cannabis, t'aurais peur que ça encourage potentiellement ta fille, je sais pas, adolescente à en consommer ? Quelle horreur, mon Dieu, j'espère la préserver de ça et lui donner les bonnes... Moi, je pense que la génération, ça serait un genre de Resident Evil. Tu verrais tous les jeunes comme ça. Mais non, va jouer au foot, va faire du tennis, va faire du golf, éclate-toi, fume pas ces cochonneries. Oh là là, c'est prouvé, ça détruit le cerveau. Fais autre chose. Et c'est pour ça que justement, les taxes que vous dégagez avec, vous pouvez faire de la politique de prévention qui justement explique les conséquences. Mais pour le coup, moi je pense qu'on peut récupérer l'argent autrement. C'est la vérité aussi. C'est la vérité aussi sur la question de l'alcool. Enfin, pour le coup, c'est honteux que ça soit légalisé la cigarette. Tu les vois quand ils n'ont pas fumé leur clope, ils sont comme ça, les gens. C'est une légalisée parce que ça rapporte des milliards, c'est honteux. Ça tue les gens. On sait qu'il n'y a rien de bon à la cigarette. Arrête-la. Laisse les humains tranquilles. Et du coup, pour conclure, à quoi ressemblerait cette France ? Non seulement on désengagerait une bonne partie de l'administration qui perd du temps à essayer de réprimer quelque chose que l'on n'arrive pas à réprimer. Deuxièmement, on dégagerait un certain nombre de taxes qui nous permettraient de faire de la prévention et du soin. C'est juste quelque chose de logique. On va parler des taxes. Bah justement, très, très bonne transition que tu fais, Kim Glo. Les 2/3 des Français, puisqu'on parle des finances publiques, donc des impôts maintenant, les 2/3 des Français estiment que le montant des impôts et des taxes qu'ils payent est beaucoup, beaucoup trop important. Votre question levier est la suivante. Avez-vous le sentiment que les impôts des Français sont bien utilisés ? C'est quelque chose qu'on entend de plus en plus sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas où va mon argent. Je vais prendre la parole en premier si tu me le permets.
Donc moi, en tant qu'influenceuse, vraiment, j'étais pas dans ce monde-là, je me suis jamais intéressée. Et quand j'ai commencé à mettre le nez, c'est là que je te disais, je suis tombée de 10 étages. J'ai appris, donc, pour les gens comme moi qui n'étaient vraiment pas penchés sur le sujet, donc, aide à la Chine. La France a donné 140 millions d'euros à la Chine, donc la deuxième puissance mondiale. Les aides publiques au développement, 13 milliards en tout. Le dîner d'État pour Charles III, 475 000 euros. Ça veut dire que moi, je prends des invités, est-ce que je vais envoyer la facture à Macron ou est-ce que je vais t'inviter? Ah, par contre, je fais un dîner, mais tu payes la facture. Avec l'impôt des Français, 475 000 euros, c'est honteux. Bon, il y a tellement de choses. Ben encore, la transition de genre. T'imagines, en fait, si on avait gagné... En fait, on nous répète qu'il n'y a pas d'argent, mais en réalité, il y en a beaucoup, mais il est gaspillé, cet argent. Ça devrait servir pour nos hôpitaux, pour nos prisons, pour la sécurité, pour nos enfants, au lieu de payer des dîners de luxe et financer des puissances étrangères. Pendant ce temps, on nous dit qu'il n'y a pas d'argent, mais en fait, l'argent, il est gaspillé. T'imagines si on avait ces milliards qu'on réinvestissait à la France et après, on aide les autres. C'est beau, franchement, moi, j'adore être un pays de mixité qui aide. Kim Glo, pour répondre à cette question... Mets la France à niveau et s'il reste, on t'aide. Mais t'imagines la sécurité qu'on aurait, les hôpitaux de folie qu'on aurait. Oh, mais 140 millions à la Chine, ils en ont pas besoin. Louis Boyard. À la France. Alors, Louis Boyard. Pour le coup, parce que là, on parle de millions d'euros, mais je suis allée voir sur la cour des comptes. Je suis allée voir sur la cour des comptes, tout est vrai. Des 15 milliards, moi, pour le coup, milliards à l'aide publique au développement. Alors, laisse Louis Boyard répondre. Attends, oui, je laisse juste répondre. Mais là, pour tous ceux qui sont dans mon petit niveau, qui n'ont pas fait les études comme un député, qui vraiment tombe des nues, je vous le dis, 15 milliards est sorti, alors que ces 15 milliards, ils pourraient être pour notre pays, pour notre sécurité, pour nos bébés, pour nos hôpitaux. 15 milliards pour les étrangers qu'on n'a pas besoin. Alors, pour le coup, déjà dire qu'ils n'en ont pas besoin, je suis désolé, mais lancer des campagnes de vaccination dans des pays qu'on a colonisés à l'époque et qui en ont besoin... nous aussi. Voilà. On en a besoin d'abord et après on aide. Mais je vais venir sur les... Mais il y en a plein de pays, il n'y a pas que la Chine. Moi, j'ai rien contre la Chine, personnellement. Non, mais alors, on va juste laisser répondre Louis, parce que sinon, c'est un monologue. Je vais juste te donner un chiffre. En vérité, il y a des milliards d'euros qu'on a allé chercher chez des gens qui ne payent quasiment pas d'impôts. Ce sont les milliardaires. Aujourd'hui, ce qui rapporte le plus dans les caisses de l'État, c'est les impôts que paye le peuple. Par exemple, la TVA. La TVA, c'est 200 milliards d'euros qui rentrent dans les caisses. C'est 20% pour tout le monde. Dans la vie d'un salarié normal... Pour beaucoup, c'est considéré comme l'impôt le plus injuste. C'est un impôt qui est totalement injuste. Parce que dans la vie tout le monde le paye à égalité. Dans la vie d'un salarié, ça représente 12% de ses revenus. Dans la vie d'une personne qui a beaucoup de moyens, c'est 6%. Mais c'est pareil, par exemple, pour une taxe qui s'appelle la CSG, tout le monde la paye. Les retraités, les apprentis, les salariés, les chômeurs, tout le monde la paye. Mais alors, par contre, quand vous regardez ce que payent les milliardaires aujourd'hui en France, ils payent quasiment rien. Et en fait, le fond du problème, c'est que ce qui rapporte le plus d'argent à l'État, c'est ce que le peuple paye. C'est-à-dire les gens qui sont à 2000 par mois, 1500 par mois. Eux, ils payent beaucoup de CSG, ils payent beaucoup de TVA. Mais par contre, quand on parle d'impôts sur les grandes fortunes, notamment pour les milliardaires, quand on parle de la taxe Zuckman dont on parle beaucoup, ces gens ne veulent pas payer. Et donc, le fond du problème, c'est que l'argent aujourd'hui sur lequel s'appuie l'État, c'est l'argent du peuple et pas l'argent des ultra-riches. Et je terminerai sur une chose. Chaque année, l'État français donne 200 milliards d'euros aux multinationales à travers des niches fiscales, des subventions ou des exonérations de cotisations. Ça veut dire que c'est l'argent des Français qu'on donne à des multinationales qui ont vu leur fortune, les 500 plus grandes fortunes, ont vu leur fortune doubler depuis qu'Emmanuel Macron est président. Donc c'est pour ça que le sujet fiscal, c'est un sujet qui est très large. Mais le cœur du sujet, c'est les milliardaires qui aujourd'hui ne payent absolument rien. Et ces gens aujourd'hui usent de beaucoup de subterfuges pour qu'on ne parle jamais d'eux, notamment parce que c'est eux qui possèdent toutes les chaînes de télévision. Et ça fait longtemps que je n'ai pas entendu un débat sur ce sujet sur les chaînes de télé. Mais ce qu'elle soulève aussi comme question, Kim Glo, c'est la question aussi de la représentation, de l'exemple. Quand elle parle d'un repas... Je me permets de finir ma question. Elle est en Louis Vuitton payée à nos frais alors qu'elle pourrait se l'acheter sa robe elle-même. Pourquoi c'est à moi de lui payer sa robe? Payer à nos frais, peut-être que ça on ne sait pas. C'est-à-dire peut-être que Louis Vuitton lui offre les tenues. Non, c'est sorti noir sur blanc qu'elle a un budget que c'est acheté avec l'argent des Français, des garde-robes de luxe, alors qu'elle pourrait... Tu comprends son choc par rapport à ça? Non, mais attendez, même quand elle dit 475 000 euros pour recevoir le prince Charles, ça ne fait pas partie des dépenses qui doivent être faites par un président de la République pour recevoir... Moi, je préfère que cet argent, il serve à une allocation pour une maman plutôt que, par exemple, il paye la transition de genre à 100% de quelqu'un. Ça, c'est encore un autre sujet, on s'éparpille pas. Pour le coup, quand les gens qui voient l'inflation, qui voient qu'ils payent beaucoup de TVA, ils payent beaucoup de CSG, que les gens ils galèrent dans la vie,
que Macron ne fait rien pour eux et que lui, il se réserve Versailles pour aller avec le roi Charles dépenser des centaines de milliers d'euros. Pendant que le peuple français, il se presse comme des citrons. Et pour le coup, vous savez ce que les gens y voient? Ils voient une politique de classe. C'est-à-dire qu'ils voient des gens qui laissent le peuple dans la galère et des ultra-riches qui, eux, sont tous entre copains. Et ça, c'est honteux. Il vit comme une rockstar au lieu d'aider le peuple, ça me Mais il n'y avait pas que Macron, hein. Il y avait Bernard Arnault, il y avait Bolloré, il y avait tous ces gens-là. Mais dans ce cas-là, qu'il se le paye lui, son repas, au lieu de nous faire payer. Il veut le faire, grand bien lui fasse, mais avec ses économies et pas avec l'impôt des Français. Louis Boyard, est-ce que tu serais prêt, en tant qu'élu, à diviser, par exemple, ton salaire par 2? Ouais. Moi, pour le coup, je n'y ai pas de souci. Mais alors, je veux juste poser un truc quand même. Pourquoi est-ce que les députés sont payés? Parce que sinon, en fait, vous avez, premièrement, que les riches qui faisaient de la politique à l'époque. Et deuxièmement, c'est aussi pour éviter la corruption. Mais par exemple, quand à l'Assemblée nationale, il y a, je crois, 6-7 mois, ils ont augmenté de 10% les frais de mandat, mais on a voté contre en disant, mais attendez, là, l'Assemblée nationale, à cause de Macron et du RN, arrête pas de prendre des décisions contre le peuple, et en même temps, vous décidez de vous augmenter. Mais c'est pas juste, ce n'est pas exemplaire. Et ce que je trouve aussi honteux, c'est que donc, tu payes des impôts toute ta vie, tu fais les choses bien, et que quand tu meurs, on vient encore te prendre double peine. Donc ça, c'est la question de l'héritage. Oui, l'héritage. Par exemple, on va prendre un Français moyen, une maison à 300 000 €. Ton enfant, il doit payer 45 000 €. S'il les a pas, il doit vendre la maison de famille que son père a payé toute sa vie, en fait. J'imagine que pour la France insoumise, c'est normal, il faut taxer encore plus ses héritages. C'est une double peine, c'est un braquage légal dégalisé. C'est un braquage. Ça veut dire que... Mais t'imagines, tes parents, ils meurent, et tu récupères même pas la maison parce que tu peux pas payer ce que tu dois donner à l'État et tu dois vendre le bien de ta famille. C'est pour ça que quand on parle de ces sujets-là, je mets vraiment une importance. Il ne faut pas qu'aujourd'hui, par exemple, vous avez 3,5% des propriétaires qui possèdent à eux tout seuls la moitié des logements en location en France. Quand on parle des entreprises, ma boulangerie et une multinationale, c'est pas la même chose. Et sur les questions d'héritage, là encore une fois, c'est pas les mêmes sujets. Quand vous avez des gens qui ont la maison familiale, ces gens ne sont pas dans la même situation économique que les gens qui, eux, ont des centaines d'appartements partout en France. T'es en train de dire c'est normal qu'on Non, justement, ce que je suis en train de dire, c'est qu'aujourd'hui, c'est les petits qui payent tout et les grands ne payent absolument rien. Donc pour moi, sur la question de l'héritage... Il ne devrait pas y avoir de questions à poser, c'est ton héritage, l'État ne prend rien dessus parce que tu as payé toute ta vie. Il n'y a pas de questions. Pour moi, par exemple, une personne qui reçoit plus de 10 millions d'héritage, eh ben, j'estime que l'État doit intervenir. Parce que pour le coup, sinon à partir de ce moment-là, en fait, vous avez deux types de personnes dans la vie. Vous avez les gens qui sont nés avec une cuillère en or dans la bouche et ils font absolument ce qu'ils veulent et ils concentrent de plus en plus de richesses, ce que l'on voit d'ailleurs avec le temps. Et ensuite, vous avez les petits qui payent tout. Et c'est pour ça, sur les questions de fiscalité... Moi, je pense que c'est un agriculteur qui a galéré ou que tu sois milliardaire, tu hérites, que tu sois milliardaire ou agriculteur, tu as un enfant, tu lui donnes ce que tu as pas à te faire voler ton héritage. Parce que tu estimes que les impôts ont déjà été payés, qu'il y a déjà eu des taxes qui ont été versées. Après, j'ai appris qu'un président de la République, il coûte 900 000 € par an. Les anciens premiers ministres, ils ont des chauffeurs. Et on va s'arrêter là. C'est un débat qu'on pourra poursuivre plus tard. On va devoir conclure. C'est fou l'argent qui s'en va. On va devoir conclure cette émission. Elle pourrait être tellement bien. On va devoir conclure ce premier politiquement incorrect et merci vraiment pour votre participation. Je ne sais pas ce que vous en avez passé. Vous avez deux visions quand même différentes. Vous vous retrouvez au niveau de certaines visions, projections. Kim parle plus simplement. Toi, tu fais des phrases à rallonge. Écoute, parce que les sujets ils sont complexes, donc j'essaie de les traiter dans toute leur complexité. Mais est-ce que c'est un exercice intéressant, justement, tu trouves, de t'adresser à quelqu'un qui parle simplement? Moi, je représente la plupart des citoyens français qui n'ont pas forcément... On va le laisser répondre. Non, pour le coup, je ne suis pas d'accord avec toi. Pourtant, je les représente beaucoup. Non. Pour le coup, par exemple, je suis désolé de le dire comme ça, mais une femme qui travaille dans une crèche pour moins de 2 000 € par mois, tu ne les représentes pas. Et pourtant, elle pourrait être payée beaucoup plus. Et on pourrait la payer beaucoup plus parce que c'est elle qui va si on taxait les milliardaires. Et pour le coup, par exemple, une personne trans... Je sais pas ce que t'as avec les milliardaires, mais ils t'ont rien fait. Bah si, c'est les milliardaires, ils reçoivent chaque année... Mais c'est pas que les milliardaires, c'est le gouvernement qui devrait payer plus ces femmes qui ont nos petits bébés entre les mains. Et que tu le veuilles ou non, il y en a beaucoup qui maltraitent les enfants. Tu peux dire c'est les non, milliardaires pourtant, qui possèdent les crèches privées, par renseigner. exemple. C'est les milliardaires qui possèdent les crèches privées, par exemple. C'est des fonds de pension américains. Mais c'est parce qu'ils veulent prendre de l'argent, tu en as parlé. On veut prendre de l'argent sur les enfants. Allez, je vais prendre milliardaire. On va pas continuer le débat. Je vous propose de terminer avec la signature de votre nouveau numéro politiquement incorrect. Louis Boyard va réagir à 2 déclarations publiques de Kim Glo. Et Kim Glo va réagir à 2 déclarations publiques de Louis Boyard qui ont été sélectionnées par la team Édito. Louis, je te propose de commencer avec une première déclaration publique de Kim Glo. Comment est-ce qu'en France, ils peuvent voir la même lune que nous alors que nous sommes au Brésil? C'est statistiquement impossible qu'ils aient la même lune que nous. Il y a forcément 2 lunes.
Je n'ai pas compris cette phrase. C'était sur quel sujet? Je te la répète. Comment est-ce qu'en France, ils peuvent voir la même lune que nous alors que nous sommes au Brésil? C'est statistiquement impossible qu'ils aient la même lune que nous. Il y a forcément 2 lunes. Eh bien, ce n'est pas faux. C'est vrai? Oui, ce T'as n'est de la pas faux. connaissance Non. astronomique? Ça a été prouvé, les articles sont sortis. il y Ah a non, plusieurs années. c'est sérieux, c'est pas une expression? Ah. Elle l'a vraiment dit. Ah d'accord, ok. Ah d'accord, c'est pas une expression, d'accord. Non, il n'y a qu'une lune. Voilà, désolé. Et pourtant, les études ont prouvé qu'il y en a plusieurs. Certes, on n'en voit qu'une, mais il y en a plusieurs. Parce que plusieurs systèmes solaires, forcément. Deuxième déclaration de Kim Glow. Les parents qui donnent de la malbouffe à leurs enfants, vous êtes des parents négligents et encore, je reste poli. Mais tu vois, c'est là où pour le coup, faut se mettre vraiment à la place des gens. En fait, quand on a juste un SMIC dans la vie, parfois on n'a pas le choix en fait que d'acheter que de la nourriture transformée pour ses petits. Et c'est pourquoi moi j'explique que par exemple, pour l'alimentation, ça devrait pas fluctuer sur un marché privé. Ça devrait être un droit égal tout pour tous de pouvoir manger du bio. Et c'est pour ça, constamment ramener à la responsabilité Sans parler individuelle du bio, des gens. tu peux donner de l'eau à ton bébé au lieu de lui mettre du coca dans le biberon. Ah non, Il n'y a mais, pas besoin non, d'argent mais pour ça, ça. de ce point de vue-là, je suis C'est totalement ça, moi, d'accord. que je On voulais donne dire. pas du C'est coca ce à un que tu bébé. dis. Moi, je parlais de ça. Mais pour le coup, c'est Non, pour non, ça. Moi, c'est pas ce que tu dis. Mais Je parlais vraiment. C'est simple, tu mets de l'eau dans un biberon, tu mets pas du coca dans le biberon de ton bébé. On est d'accord, mais pour le coup, je trouve dans ce qui fait écho dans tout le débat, et je pense que c'est là où on n'est pas d'accord. C'est même pas sur le fond, c'est que à chaque fois qu'il y a un problème, tu renvoies toujours à une responsabilité individuelle sans jamais regarder la dynamique collective. Et c'est ça en fait qui fait qu'on ne peut pas tomber d'accord parce qu'on parle pas des mêmes choses. Eh ben, tu vas pouvoir, Kim Glow, maintenant réagir à 2 déclarations prononcées publiquement par Louis Boyard. Dis donc, j'ai bafouillé. Aujourd'hui, on apprend que le policier qui a tué Naël a été réintégré dans la police. La violence qui en découle et l'humiliation pour tous les autres. Il n'y a pas un policier qui a été tabassé récemment pour avoir aidé un autre jeune aussi, là? C'était quand? Il y a quelques jours? Il a été tabassé, il a voulu aider quelqu'un. Tu parles de la trottinette? Ouais, voilà, l'histoire de la trottinette. Il a été tabassé, le gars. Oui, mais ça, c'est encore une autre histoire. Bah oui. Bah, c'est un Il y a un policier qui est venu en aide. Bah voilà. C'est ça, à un jeune qui se faisait voler Oui, mais sa là, on parle de trottinette. Naël. Eh ben, mais pourtant, j'ai vu aussi qu'il y avait des gens qui voulaient pas coopérer et qui s'étaient par eux-mêmes tués en voulant esquiver la police parce qu'ils ont provoqué des accidents et malheureusement, ils sont décédés en voulant ne pas coopérer, sans la police. Eux, en fuyant, ils se sont... Je pense qu'il y a de tout, il faut faire juste milieu. Deuxième déclaration du député La France Insoumise Louis Boyard à laquelle tu vas réagir, Kim Glow. Le PSG gagne sa Ligue des Champions, que personne ne vienne me dire que LFI ne va pas gagner en 2027. Ils ont mis 50 ans, non, il me semble, pour y arriver. Vous êtes prêt à attendre aussi longtemps, Louis? Bah, je pense que... Moi, je crois, pour le coup, je pense qu'on y est presque parce que la situation dans laquelle est la France, c'est une situation dans laquelle les gens ont envie d'un grand changement. Et à la France Insoumise, en vrai, il y a des gens qui peuvent dire, on est d'accord sur ça, pas d'accord sur ça, mais au moins sur le fait qu'on veuille un grand changement et que pour le coup, on a quand même une cohérence idéologique et un programme qui est réfléchi, ça, on ne pourra pas nous l'enlever et je pense que c'est ça qui va nous faire gagner 2027. Donc il faut un milliardaire peut-être à LFI pour vous faire gagner? Non, certainement pas, mais par contre, parce que... Il n'aime pas les milliardaires. Ah non, lui. mais c'est les milliardaires qui nous aiment pas et ils ont bien raison. Parce que le PSG, c'est ce qu'ils ont eu. Hein. Ah, mais pour le coup, moi, par exemple, sur le... C'est un sur, milliardaire non, mais qui tient le PSG. Alors là, mais le PSG, c'est le grand n'importe quoi. Hein. Moi, j'étais content parce que forcément, c'est un truc populaire, quoi. Moi, j'étais content parce qu'on a fait la fête tous ensemble. Mais quand vous voyez qu'aujourd'hui, vous avez des clubs qui sont possédés par des pays étrangers, qui ont le droit à des passe-droits sur les impôts et compagnie, non, il faut retirer la finance de tout ça. Dernière question, et ce sera vraiment le mot de la fin. Louis Boyard, ça te donne envie d'être influenceur, candidat de télé-réalité, d'avoir tout en face de toi? Non. Enfin, pour le coup, c'est des choses qui sont différentes. Moi, j'ai décidé de dédier ma vie au fait d'essayer d'aider les gens, de changer le monde. Bon, si jamais je vais passer ma vie à ça. Je te pose la même question, Kim Glow. Une carrière dans la politique, c'est quelque chose qui pourrait t'intéresser? Ah oui, parce que vraiment, moi, j'ai une vision des choses que beaucoup de personnes à ma place ne peuvent pas mettre leur mot là-dedans. Je pense que je pourrais faire beaucoup de changements. Oh, je pourrais tellement aider la France. C'est tellement simple. Voilà, peut-être que tu vas les retrouver sur les bancs de l'Assemblée nationale. La politique, j'arrive. Si vous avez besoin de moi, je vais sauver la France. Merci à tous, merci Louis Boyard, merci Kim Glow, merci, hein, c'était courageux de sa part quand même de participer. Mais c'est dur, mais c'était cool. J'ai pas face à face son comme celui-là. élocution, j'ai pas son vocabulaire, je passe pour une teubée, mais je l'ai fait, c'est pas En grave. tout cas, on vous retrouve sur les réseaux sociaux, tu passes pour ce que tu es, et pareil pour Louis Boyard, voilà. Ton compte Instagram, Kim Glow, c'est kim.glow.off, Louis Boyard, c'est Boyard Louis. Allez Louis, juste une dernière fois, viens, on met des caméras dans les crèches, s'il te plaît. Du côté de TikTok, kim.glow.official, Louis Boyard sur TikTok et sur YouTube.
YouTube, c'est Louis Boyard 94 et Kim Glow TV de ton côté, nouvelle chaîne YouTube. D'ailleurs, nouvelle, ouais. allez jeter un petit coup d'œil à leurs réseaux sociaux respectifs. Merci Louis, merci Kim, merci à vous. J'espère à toi, Sam. Merci beaucoup. Merci beaucoup. J'espère que ce premier numéro de Politiquement Incorrect, en tout cas, vous aura fait réagir, réfléchir, commenter, partager ce lien, cette vidéo. On se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro avec un nouveau politique et un nouvel influenceur. À très vite. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day.